Donc, je vous propose de démarrer ce webinaire de lancement du challenge 2025 architecture des systèmes complexes. Donc, écoutez, bienvenue à toutes et à tous pour cette présentation globale de ce qui va se passer pendant les quelques mois qui vont venir pour toutes celles et ceux qui ont décidé de participer à l'aventure. On en parlait, bienvenue aux gens qui sont connectés parce que vous vous êtes inscrits directement sur la plateforme du challenge, vous avez constitué des équipes et tout. On a jusqu'à la fin du mois pour s'inscrire, donc n'hésitez pas éventuellement à accueillir dans vos équipes d'autres personnes pour rendre l'aventure encore plus amusante. Ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par une petite présentation rapide des panélistes qui vont intervenir sur ce webinaire. Donc, comme faire un tour de table en virtuel est toujours compliqué, je vais être un peu dans l'ordre des personnes qui vont intervenir. Donc, Hugues, si tu veux dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Hugues Pomard, je suis ingénieur au sein de la Direction générale de l'armement, aujourd'hui chef d'un département de soutien en ingénierie système, donc toutes les méthodes dont on va vous parler aujourd'hui. À la base, au profit des différentes équipes de programme au sein de la DGA. Et pour information, avant ce poste-là, moi, donc j'ai un parcours 100% DGA, plutôt missile à la base, donc j'ai fait de l'expertise et de l'architecture sur un certain nombre de programmes. Merci beaucoup, Hugues. Gauthier. Oui, bonjour à tous. Gauthier Fanui, donc je fais partie de Dassault Systèmes. Donc je travaille au sein de la marque Katia. Et donc dans la marque Katia, je travaille sur les sujets d'ingénierie système. Et donc je suis expert en approche basée sur les modèles, donc le MBSE. Et voilà, j'aide nos clients à comprendre le MBSE, à implémenter le MBSE. Et je travaille également sur les jumeaux numériques, y compris jumeaux numériques de défense. Et voilà, je suis acteur actif de la chaire architecture des systèmes complexes. Et je viens de l'industrie, voilà, j'ai travaillé dans différentes sociétés. Merci beaucoup, Gauthier. Shan. Oui, bonjour, Suditaran Chenmegarasa de la société KNDS. Je suis architecte méthode et outils de l'ingénierie système au sein de la division innovation et de l'ingénierie chez KNDS. Mon parcours plutôt dans l'industrie de la défense. J'ai fait pas mal de Thales, MBDA, Naval Group et actuellement je suis chez KNDS. Je participe activement au challenge architecture système complexe en tant que expert industriel de l'ingénierie système. Merci beaucoup, Shan. Dominique. Oui, donc Dominique Blouin, je suis enseignant-chercheur à Télécom Paris. Et donc, je suis aussi impliqué dans la chaire ESC et aussi sur le challenge. Et en fait, ma recherche porte sur l'ingénierie dirigée par les modèles, en particulier sur des techniques pour faciliter cette ingénierie-là qu'on appelle le modèle management. Et j'enseigne aussi un peu d'ingénierie système en deuxième année à Télécom Paris. Donc, on aura quelques élèves de ceux qui seront participeront au challenge. Merci Dominique. Alors nous verrons si en cours de webinaire d'autres partenaires se connectent, mais vous avez une première image de ce qu'est la chaire architecture des systèmes complexes qui porte le challenge, c'est-à-dire des industriels, l'Agence d'innovation de défense, la Direction générale de l'armement, et puis les écoles qui sont impliquées. Donc, vous avez déjà un premier aperçu de l'écosystème dans lequel vous allez évoluer en participant à ce challenge. Très brièvement, je vais rappeler deux ou trois petits éléments sur l'organisation et sur le déroulement. Donc, si je partage directement une plateforme que vous connaissez, parce que j'imagine que pour la plupart, vous vous êtes déjà inscrit, vous avez déjà constitué ou vous êtes associé directement à une équipe, c'est juste pour rappeler une chose, c'est que à la suite donc de ce webinaire, eh bien, il y aura un certain nombre de, de séances d'accompagnement qui vont avoir lieu, hein. Vous allez dans Roadmap et
on rappelle directement les éléments d'accompagnement qu'on a mis en place. Donc, avec trois webinaires qui vont avoir pour sujet directement l'ingénierie système. Vous les avez voilà, sur cette partie centrale. L'ingénierie système, non. Alors, attendez voir. Hop, voilà. Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? C'est bon. Ouais. Donc, webinaire sur l'ingénierie système le 24 octobre, webinaire sur le MBSE le 31 octobre. Ce sera notamment avec Dominique qui vient de se présenter. Et puis un dernier webinaire sur vraiment l'outil Katia Magic qui aura lieu le 7 novembre. Alors, pour autant, dès que ce webinaire sera terminé, à partir des équipes qui se seront constituées, on va vous envoyer un certain nombre d'éléments. Alors évidemment, on va vous envoyer la possibilité de télécharger l'outil Katia Magic, puisque faut se souvenir que vous allez devoir l'utiliser. On va vous envoyer bien évidemment le use case qui va être au cœur du challenge. Et là, pour le coup, bien évidemment, Gauthier et Sean vont vous en parler directement dans la foulée. Et puis, on va vous envoyer vidéo de présentation et à la suite de tout ça, on mettra en place de toute façon des séances d'accompagnement tous les 15 jours. Et surtout, on vous incitera, on vous demandera d'utiliser au maximum l'espace de discussion qui est présent directement sur la plateforme du challenge pour poser les questions, pour orienter les séances d'accompagnement, pour être au maximum dans l'interaction. Euh, au niveau timing, à partir du moment où on vous aura donné le use case, vous allez pouvoir commencer à jouer avec. Maintenant, il faut se souvenir d'une chose, c'est que on a mis en place un certain nombre de jalons et on vous demande de vraiment travailler en deux phases. Une première phase où vous allez évidemment rentrer dans le modèle parce que bah, effectivement il faut comprendre de quoi il est constitué, comment ça fonctionne. Et cette première phase va aboutir à un premier rendu, donc si je prends un vocabulaire projet, à un premier livrable, un premier lot de livrables, qui sera très informel au niveau des outils que vous pouvez utiliser, puisqu'on vous demande globalement d'expliquer l'analyse que vous avez faite du modèle qu'on vous a fourni et comment vous pouvez le faire évoluer, puisque si vous vous souvenez, les éléments qu'on a mis en place, euh, le système de défense qu'on vous propose utilise du GPS, des communications, et ce qu'on va vous demander, c'est de le faire évoluer dans une situation où on perdrait toute capacité électromagnétique, donc plus de GPS, plus de communication. Donc il va falloir que vous fassiez des propositions, que vous proposiez une évolution de ce système, mais pour le mois de décembre, donc pour la fin de la première phase, on ne vous demande pas de faire évoluer directement le modèle sous Katia Magic, le use case, hein. On vous demande de nous expliquer tranquillement voilà, les idées que vous avez en tête, les options que vous avez choisies, comment vous pensez faire évoluer ce système. Par contre, lorsque on sera l'année prochaine sur la fin directement du challenge. Alors là, pour le coup, ce qui va nous intéresser, c'est que vous soyez rentré dans Katia Magic et que vous ayez fait évoluer le modèle, alors que vous soyez en capacité de nous montrer comment vous l'avez fait évoluer, comment les fonctions auxquelles vous aviez pensé ont été décrites directement sous Katia. Et puis, cerise sur le gâteau, on vous demande une petite vidéo de 3 minutes pour vendre l'évolution du système que vous avez produit. Et donc, ce seront les deux livrables qui sont attendus directement sur la vague 2. Euh, comme, comme le fait de participer au challenge pour toutes pour toutes les équipes qui livreront ce qui est attendu, déjà vous donnera lieu à une prime, mais qu'au-delà de ça, on a un certain nombre de prix spéciaux et puis on a aussi un premier, un deuxième et un troisième prix. Eh bien, vous aurez l'occasion au cours de cette deuxième phase et donc au cours de l'évolution du travail
le modèle que vous aurez fait évoluer, vous aurez la possibilité d'introduire un certain nombre de nouveautés. Alors, ce sont des options, ça ne fait pas partie des choses qu'on attend de façon obligatoire, mais on en a listé un certain nombre. Par exemple, générer de nouvelles vues, intégrer des liens avec ce que Gauthier aura l'occasion de vous montrer un peu plus tard dans les séances d'accompagnement, un lien avec les checklists qu'on trouve directement dans l'outil, intégrer des briques qui viennent à la fois de l'univers militaire, mais éventuellement de l'univers civil, etc., etc. Et c'est en tenant compte de tout cela que, eh bien, on sera capable d'évaluer votre travail. Alors toujours avec des critères qui sont à la fois faciles à évaluer pour certains, beaucoup plus compliqués pour d'autres, des critères de créativité, des critères de preuve. C'est-à-dire que à compter du moment où on s'inscrit dans un système de défense avec des partenaires industriels dont c'est le travail au quotidien, je vous rappelle que la chaire SC travaille avec KNDS, mais aussi avec Dassault Aviation, avec Naval Group, avec Dassault Systèmes. Donc on aimerait avoir des choses qui soient prouvables, qui soient pertinentes, qui ne soient pas complètement en décalage par rapport à ce qui a été décrit et attendu, réaliste. On aimerait que vous alliez vous poser la question éventuellement de la valeur de ce que vous proposez, c'est-à-dire que est-ce que c'est envisageable d'un point de vue financier? Est-ce que ça n'est pas trop cher? Est-ce que c'est soutenable, maintenable? Euh, la façon dont vous avez utilisé l'outil Katia Magic et dont vous avez fait évoluer le modèle. Et puis, un dernier critère, et je m'arrêterai sur ce point-là, le dernier critère, c'est dans quelle mesure éventuellement vous avez aidé les autres équipes. Vous avez vu que sur l'espace de discussion, lorsque vous postez quelque chose sur l'espace de discussion, c'est visible par tous les participants. Eh bien, écoutez, pourquoi ne pas répondre à une question posée par un autre groupe avant même que, en tant que tuteur, on ait eu la possibilité d'y répondre? Ce sera à vous de décider dans quelle mesure vous vous inscrivez dans un système comme ça de coopétition, hein, donc de coopération par un certain côté, et puis d'essayer quand même d'être l'équipe qui a sorti la meilleure proposition d'un autre côté, bien évidemment. Alors, je vais arrêter sur cette partie de présentation générale. Et puis, ce qui va vous intéresser, bien évidemment, c'est de rentrer directement dans une première vue du modèle qui vous sera fournie donc dans dans les quelques jours qui vont venir là directement. Alors, le modèle, le use case ne sera pas mis directement sur la plateforme. Vous comprenez que ce qu'on met sur la plateforme est visible potentiellement de beaucoup de personnes du monde entier. Et donc, on aimerait sur certains documents que ça reste bien évidemment dans une petite bulle de confidentialité des participants au challenge. Donc, le tout vous sera envoyé directement par email. Et donc, je vais maintenant passer la parole directement à Hugues. Il s'est présenté tout à l'heure pour qu'il nous explique un peu les, ce qui sous-tend directement l'aspect tactique du challenge. Oui, merci Arnaud. En fait, le challenge sur lequel on vous propose de travailler cette année, il s'inscrit vraiment pleinement dans les grands enjeux, ou en tout cas un grand enjeu de la Direction générale de l'armement, et puis plus largement du monde de la défense. Pour preuve, en fait, si vous allez regarder la vision stratégique qui date de 2023 de notre délégué actuel, Emmanuel Kiva, vous verrez que sur la première page, un des grands enjeux, un de nos grands axes de transformation sur lesquels il nous demande de travailler, c'est de pouvoir passer du rôle de ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, qui est le rôle classique de la DGA, au rôle de maître d'œuvre du système de défense. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a l'idée que la DGA, classiquement, elle est maître d'ouvrage des différents systèmes qu'on fait faire et puis qu'on met ensuite à disposition des armées. Les maîtres d'œuvre étant les industriels concernés, donc bon, pour les grands systèmes, les industriels notamment qui participent de la chaire, KNDS, Dassault et compagnie. Mais quand on passe au cran du dessus et qu'on veut s'assurer que l'ensemble fournit bien les capacités militaires de haut niveau qui sont attendues, bah là, il faut quand même quelqu'un qui fasse un peu chef d'orchestre de tout ça. Donc, assez naturellement, bah, c'est le ministère, et en l'occurrence la DGA, qui doit endosser ce rôle-là. Et
c'est pas une préoccupation qui est entièrement nouvelle, hein. Ces idées de capacité militaire, ça existait déjà, mais pourquoi c'est de plus en plus prégnant? Bah, c'est parce que il y a des, comment dire, des lames de fond technologiques qui sont absolument inévitables et qui induisent qu'il faut vraiment aller vers ça, qu'il faut bien assurer à notre niveau cette responsabilité de maître d'œuvre du système global. Ces tendances technologiques étant principalement la dronisation, qui concerne de plus en plus tous les milieux, hein. Maintenant, on veut mettre des drones dans le terrestre, dans le maritime, même si ça a évidemment d'abord commencé dans l'aérien, et aussi la connectivité. Et ces deux tendances technologiques, qu'est-ce qu'elles sous-tendent? Ben, elles sous-tendent l'idée de combat collaboratif et autonome. Et aujourd'hui, une force armée, si elle veut être pertinente sur un théâtre, il faut qu'elle dispose de ce type d'aptitude. Et donc, c'est pour ça que le cas d'usage sur lequel on vous propose de travailler, bah forcément, il inclut des drones. C'est pas seulement pour coller à l'actualité, même si c'est aussi un peu le cas, hein, puisque en filigrane, vous retrouverez évidemment derrière ça les préoccupations de la guerre des drones en Ukraine. Donc, pour être un peu plus précis, Arnaud l'a mentionné. Une des hypothèses sur laquelle vous allez travailler, c'est j'ai aujourd'hui certaines capacités militaires à laquelle participent des drones qui fonctionnent dans un certain environnement, on peut dire peu durci, du point de vue notamment du brouillage, de la guerre électronique, etc. Sauf que la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est un environnement qui est de plus en plus durci avec des capacités du type navigation par satellite ou encore de pilotage par télécommande qui deviennent impossibles. Et d'où la question, comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Comment est-ce que la force globale, le système de système, s'adapte à ça? Et ben, c'est justement le genre de choses à laquelle on va vous demander de répondre. Alors, il y a deux grandes réponses, hein, en général à ça. On peut dire bah, ça va être le rôle de l'homme dans la boucle. Effectivement, l'homme est souvent plus adaptable qu'une machine qui a été préconçue, préfabriquée. Donc, avoir l'homme dans la boucle et qu'il utilise différemment les systèmes, c'est une option, mais c'est pas toujours possible, d'une part, et c'est pas toujours la meilleure option, parce que quand on parle de combat collaboratif automatique, il y a des notions de réactivité derrière. Et donc, typiquement, bah, les maîtres d'œuvre des drones ou des systèmes d'artillerie, etc., ils vont devoir adapter leur système pour répondre à ces enjeux-là. Et donc, quand on veut que les systèmes en question y répondent à ces enjeux, il faut quand même d'abord que le fameux chef d'orchestre, qui est maître d'œuvre du système global, il ait commencé à faire de l'architecture à son niveau, qu'il ait posé des hypothèses, et qu'ensuite, ces hypothèses, il sache les transmettre aux différents maîtres d'œuvre des systèmes qui vont y répondre à leur niveau avec des solutions sur leur périmètre. Et justement, je pense que c'est ce que vous allez voir à travers les présentations de Gauthier et Chan à la suite, c'est que donc nous, on travaille beaucoup autour de la modélisation, parce que la modélisation, elle a le bon goût de justement pouvoir bien multiplier ses points de vue, ceux qui sont plus de haut niveau, qui devront être donc plutôt adoptés, manipulés par le maître d'œuvre du système de défense globale, donc en l'occurrence, disons, le ministère des Armées, et aussi les différents industriels qui doivent bien s'insérer dans ces problématiques, le tout devant être cohérent si, in fine, on veut donner aux forces armées des capacités au bon niveau. Et je m'arrêterai là et je passe la parole à mon camarade. Merci beaucoup, Hugues. Typiquement pour les participants au challenge, l'image que vous avez là, ce qu'on appelle donc un diagramme conceptuel, c'est une des choses qu'on attend pour la fin de la première phase. C'est-à-dire, même si vous le faites sous PowerPoint sur n'importe quel outil, peu importe, c'est d'expliquer la façon dont les éléments vont fonctionner les uns avec les autres et tout. Ça n'est que sur la deuxième phase où on vous demandera réellement de rentrer dans l'outil, même si évidemment vous n'aurez pas pu vous empêcher de rentrer dedans bien avant, ne serait-ce que pour comprendre directement tout ce qui a été modélisé et que va nous montrer maintenant, que vont nous montrer maintenant Gauthier et Chan. Je te laisse la parole, Gauthier. Ton micro est coupé. Donc, merci. Donc, voilà, donc ce que vous voyez là, c'est le concept opérationnel, hein. Donc, en fait, on a une cible ennemie, d'accord, qui est mobile, hein, qu'il faut localiser. Donc, on utilise des drones
Donc un satellite déjà pour identifier une intrusion sur un territoire, et puis des drones pour aller détecter, identifier et désigner les cibles. Et après décision par, je dirais, une entité C2 qui est le centre de commandement mobile, on va émettre des effecteurs sur la cible. D'accord? Et la cible, bien sûr, elle n'est pas inerte. Elle peut bouger, mais elle peut brouiller, elle peut leurrer, et un certain nombre de choses. Voilà. Donc, ici, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des cadres d'architecture. Et vous avez ici ce qu'on appelle le cadre d'architecture Unified Architecture Framework, UAF, donc qui est standardisé par l'OMG, donc l'Object Management Group. Donc, ces cadres d'architecture sont utilisés massivement dans l'industrie de défense. Et donc, les premiers utilisateurs, c'est, je dirais, aux États-Unis. Vous avez d'autres cadres d'architecture comme le NAF, Network Architecture Framework, en Europe. Et donc le cadre UAF, c'est un cadre qui regroupe l'ensemble des cadres d'architecture. Et donc le principe du cadre d'architecture, c'est d'avoir des points de vue. Donc ce que vous voyez en vertical, donc ce sont des couches. Donc on va ici par exemple adresser les aspects stratégiques. Après on va adresser, je dirais, les aspects opérationnels, donc les missions. Et puis, on va adresser la partie relative aux organisations et aux systèmes techniques. Et on va aussi regarder différents aspects, hein. Donc, on va regarder par exemple des vues de structure, des vues de processus. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle au milieu des vues. Donc, pour un niveau donné, on va pouvoir créer des vues relatives à certains aspects. D'accord. Et donc, l'interface que vous avez ici, c'est l'interface de Katia Magic. C'est l'outil de référence qui est utilisé mondialement pour faire du Model Based System Engineering avec des cadres d'architecture UAF ou NAF ou DODAF et aussi du SysML. Donc, là, vous avez directement le modèle qui vous sera donné lors du challenge. Et donc, ce que vous avez ici à gauche, c'est ce qu'on appelle un containment tree. Vous avez l'ensemble du modèle avec les objets et les relations. Et vous pouvez représenter un certain nombre d'objets et de relations dans des vues. D'accord? Et donc, ce sont ces vues que je vais vous présenter. Donc, dans le challenge, par exemple, donc, on a défini des objectifs hein, pour répondre à une vision. Hein. Donc, c'est typiquement, on va aider des pays alliés dans la protection de leur territoire. Et on définit des objectifs de neutraliser des cibles avec un coût donné et avec, je dirais, différents niveaux de menace. Et donc, on va définir différentes capacités. Donc, ce qu'on appelle une capacité, c'est une aptitude à faire quelque chose, d'accord? Donc, on va demander, donc, ce qui est modélisé, là, par exemple, c'est une capacité de neutraliser une piste protégée. Donc, ça, c'est relatif à la mission qui est neutraliser des cibles sur un territoire national. Donc, c'est le cas que l'on vous donne. Et ce qui va être demandé, c'est de neutraliser des cibles terrestres protégées et aussi dans un contexte interallié sur des territoires alliés. Voilà. Et donc, pour faire ça, en fait, on réalise des missions. C'est ce qu'on appelle des fils de mission. Donc, en fait, on va suivre fonctionnellement toute une chaîne au niveau opérationnel. Et donc, on va ici, je vais vous expliquer le fil de mission qui est traiter une cible terrestre ennemie pour respecter le territoire national. Et donc, tout ça pour répondre à la capacité de neutraliser une cible protégée pour la mission sur le territoire national. D'accord? Donc, ce que vous voyez là, c'est les objets du modèle qui sont ici dans le modèle avec certaines relations qui sont présentées. D'accord? Donc, si je rentre dans le processus opérationnel qui est traité, le fil de mission qui est traité une cible terrestre en,
pour respecter le territoire national. En fait, je vais réaliser un certain nombre d'actions, d'accord? Donc, j'ai déjà surveillé une zone interdite. Et donc, je vais envoyer des informations sur de zones avec une menace. Je vais reconnaître, identifier une cible terrestre. Ensuite, je vais traiter la menace une fois que la cible est identifiée. Et je vais traiter la cible, d'accord? Donc, et je vais donc analyser le résultat de tir parce que je peux avoir des boucles, plusieurs boucles d'engagement. Et puis, bah, si le tir est réussi, je vais me replier, d'accord? Donc là, c'est la vue de haut niveau de la mission opérationnelle. Et en fait, on va progressivement rentrer dans chacune de ces fonctions opérationnelles ou activités opérationnelles pour décrire ce que finalement on doit faire fonctionnellement au niveau de la mission. Donc, je vais prendre juste un exemple qui est ici reconnaître et identifier une cible terrestre. Donc, ce que vous voyez en colonne, quelque part, c'est ce qu'on appelle des acteurs ou des nœuds. Donc, c'est voilà des entités abstraites. Donc là, on n'est typiquement pas au niveau des solutions de système, d'accord, au niveau d'acteurs qui doivent réaliser des actions. Et donc là, on dit, bah, on a du commandement qui doit, par exemple, élaborer une situation tactique et une unité de drone qui va faire de la recherche et désignation. Donc là, ce que vous voyez, c'est le nom de l'usage, d'accord? L'usage de l'unité de drone va planifier la mission pour la recherche à partir d'une information de zone avec menace. Et donc, à partir de là, l'unité de drone va se déplacer vers la zone, il va rechercher la cible, et donc il va obtenir une image de la cible. Donc, on représente, vous voyez, les amis en bleu, les ennemis en rouge, et l'unité drone va reconnaître et identifier la cible. Et une fois que c'est fait, ben, on va passer à l'étape d'après. D'accord? Donc tout ça est simulable. Donc c'est l'intérêt d'avoir des approches basées modèles, c'est que on est capable de simuler l'ensemble des activités opérationnelles avec les échanges pour traiter les différents cas possibles. D'accord? Donc là, je suis en train de parcourir tout le flux de mission pour traiter la cible et, euh, et aller vers, je dirais, à la fin, le repli des systèmes, des équipes et des systèmes pour, euh, pour, euh, pour se mettre en sauvegarde. D'accord? Voilà. Alors j'en profite, Gauthier, je te vole la parole une seconde. Bienvenue dans l'univers de la conception des systèmes de défense. Et ne soyez pas impressionnés par ce que vous montre Gauthier. Évidemment, quand on n'a jamais utilisé d'outils de model-based system engineering, de MBSE, quand on n'est jamais rentré dans une logique de framework comme on l'a actuellement à l'écran, ça peut être impressionnant, mais n'oubliez pas que, première chose, on aura 3 séances d'accompagnement qui vont vous monter en compétences sur l'ingénierie système, le MBSE et l'outil Katia Magic. Vous aurez aussi un guide, on va en reparler immédiatement derrière, qui vous met le pied à l'étrier pour rentrer dans cette logique-là. Et puis ensuite, il y aura tous les 15 jours, encore une fois, les séances d'accompagnement que vous allez avoir pour ne pas que vous buviez à la tasse. Voilà. Et j'en profite pour dire que, vous voyez, on n'a pas utilisé tous les éléments de la grille UAF. On a juste utilisé certains aspects, hein. Donc, il faut voir ça comme le tableau périodique des éléments. On n'utilise jamais tous les atomes maintenant, hein. On utilise seulement une partie des atomes. Donc là, c'est pareil. On va utiliser juste certaines vues pour adresser certains problèmes. D'accord? Voilà. Donc, pour continuer la démonstration, donc j'ai expliqué le processus opérationnel au travers des fils de mission. Donc là, on va en fait définir les solutions techniques et organisationnelles qui vont permettre de répondre à ce besoin. Et donc, vous voyez ici, on a donc des systèmes d'opération terrestre, des systèmes d'observation satellitaire, un centre de commandement, unité de drone, un environnement, d'accord, et un ennemi. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'on définit des équipes, d'accord, des organisations avec des systèmes techniques. Et on a ici développé la partie drone, parce que vraiment ce qui nous intéresse ici, c'est tout ce qui est dronisation.
Et donc, on va jusqu'à définir, je dirais, des sous-ensembles de drones avec des performances, Tu, avec, tu- Gauthier, tu peux peut-être un petit peu zoomer sur certaines briques. voilà. Donc, on définit des drones avec voilà certaines performances, hein, donc des paramètres de performance comme des portées, des temps de déploiement, des coûts d'opération. On zoome aussi sur des sous-systèmes avec certaines technologies. Et puis, on décrit aussi les différents systèmes associés, donc comme les systèmes de logistique et les équipes en charge, donc les organisations en charge de l'opération ou du soutien du drone. Et on va mettre tout ça en musique, et c'est-à-dire qu'on va définir ce qu'on appelle l'ingénierie des flux de mission. C'est-à-dire que vous retrouvez là exactement, et c'était un choix, hein, exactement la liste des fonctions de niveau que vous avez vues dans la partie opérationnelle. Mais là, on va regarder justement sur, non pas avoir les acteurs opérationnels, mais on va regarder l'implication des systèmes techniques et des organisations pour la réalisation de ces activités. Et voilà, donc on aboutit, je dirais, à des fonctions qui sont faites par l'ensemble des acteurs. Et donc vous voyez ici pour le drone, l'unité de drone, elle doit préparer le drone pour la mission et opérer le drone vers le plan de vol, puis reconnaître et identifier la cible. Si on zoome sur la partie préparation de mission, vous voyez, on décrit ce que font chacun des membres de l'équipe pour préparer le drone. D'accord? Donc, voilà, par exemple, il faut configurer le drone pour la mission. Et si on regarde, par exemple, la partie opération du drone, vous voyez qu'en réalité, c'est pas juste j'ai un drone que j'utilise, eh ben, j'ai un drone, donc j'ai un chef de mission qui va définir où opérer le drone. Je vais avoir une équipe de soutien qui va déplacer le drone vers le lieu de la mission. Et donc, je vais avoir des moyens logistiques pour transporter le drone. Et je dois aussi déployer le drone sur zone pour après exécuter, suivre, le faire voler, suivre son plan de vol. Vous voyez, donc, vous voyez la différence entre la partie du problème, qui est la mission, et la partie des solutions, qui, justement, on rentre dans le concret sur les actions à faire. Voilà, et donc ce sont tous ces éléments qui seront à considérer lorsque vous passerez à l'étape de modélisation, voir quels sont les différents types de drones possibles, voir comment tout ça s'inscrit dans des architectures, et voir au niveau exécution fonctionnelle, des fonctions au niveau de ces architectures, est-ce que ça répond bien aux objectifs de mission. Bah, merci beaucoup Gauthier pour cet aperçu directement du use case et j'insiste sur une chose, ce que vient de vous montrer Gauthier, c'est exactement ce que nous allons vous fournir là dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. On fera ça de toute façon si possible avant la fin de la semaine pour que vous puissiez commencer à jouer avec parce que l'avant-goût c'est une chose mais vous avez probablement envie de rentrer directement dans cette logique-là. Donc c'est exactement ce qui va vous être fourni et c'est sur cette base-là qu'il faudra directement faire évoluer votre proposition pour le rendu final en montrant à partir des concepts que vous avez choisis d'un point de vue opérationnel, en montrant comment vous avez modifié, vous avez introduit des nouvelles briques fonctionnelles, techniques, humaines, organisationnelles dans le cas qui vous aura été fourni. Maintenant, on peut peut-être justement passer sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vous fournit un certain nombre d'éléments, notamment un guide. Et là, pour le coup, je vais peut-être passer la parole directement à Shan. Alors, Oui, j'en merci bien. profite, Shan, parce que tout à l'heure, Shan s'est présenté et vous a expliqué qu'il travaillait chez KNDS. Vous comprenez le lien qu'il y a évidemment avec le use case qu'on vous fournit, ça doit vous faire penser à des tas de systèmes d'armes dont on parle beaucoup depuis 2 ans et demi. Nous a rejoint aussi Rémi Boutemi. Peut-être que Rémi, je peux te laisser en 2 ou 3 mots te présenter.
Oui, merci Arnaud, vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. Ok, bonjour à tous. Effectivement, je travaille aussi à KNDS. Moi, je m'occupe des méthodes et outils d'ingénierie système et je suis très actif dans la chaire. Je fais partie du comité de pilotage et je suis très heureux de voir ce travail aboutir et ce challenge qui démarre. Donc voilà, et j'espère que vous y trouverez beaucoup d'intérêt. Le sujet des systèmes de systèmes, l'architecture système, c'est passionnant. Et le cas échéant, ça pourra vous donner envie de nous rejoindre. Voilà. Allez, bon courage à tous. Bon, merci beaucoup, Rémi. Donc, Shan, KNDS, le guide qui a été réalisé. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci Arnaud, merci Gauthier. Une petite question. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Absolument, absolument. Très bien. Bon, alors comme tu disais Arnaud, hein, le but c'est pas vous de laisser dans la nature avec le modèle d'un côté et les différents principes de l'armement. L'idée effectivement c'est de vous accompagner au mieux. Et pour ça, en parallèle de la modélisation qu'on a fait sous Katia Magic avec Gauthier, on a mis en place un guide qui permet justement de répondre à la complexité croissante des systèmes de défense en proposant une méthode MBSE commune fondée sur l'UAF, comme on a dit. Pour modéliser et évaluer, donc ça sert à quoi? C'est pour modéliser et évaluer les systèmes du système. Ce guide s'appuie sur les scénarios ASPIS présentés par Gauthier afin de donner un exemple de différentes vues modélisées. Donc ça se compose de plusieurs chapitres. Donc le premier, c'est une petite introduction sur le guide. Et là, vous voyez, hein, comme je vous disais, c'est que ça s'inspire du scénario qu'on a pris pour faire le challenge. Donc, dans le deuxième chapitre, on aurait par exemple une définition de ce que c'est que l'ingénierie de mission, qui est structurée sur la réflexion du pourquoi. Donc, comme disait Hugues, ça permet de mettre en place le pourquoi et le comment. Elle relie les besoins stratégiques au scénario opérationnel, donc c'est les différentes couches qu'on vous a présentées juste avant, pour assurer la cohérence intersystème. Dans le chapitre 3, on va vous présenter, euh, donc là c'est plutôt côté industriel, hein, de ce que c'est que l'ingénierie du système du système. On passe dans l'étape du besoin à celui de la solution. Quelque part, là, on est dans la solution euh, du besoin qui est exprimé par la DGA. L'ingénierie de système relie les missions, les capacités et les ressources en traçant les interactions humaines et techniques. C'est ce qui a été présenté tout à l'heure par Gauthier dans la couche personnelle et ressources. Puis, vous aurez dans le guide un chapitre 3 qui parle plutôt de l'architecture modulaire et générique. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la modularité, c'est quelque chose de très important pour les industriels. Ça permet de composer et faire évaluer les architectures de système. Le générique garantit, par exemple, la cohérence, la spécifique. Donc, ça permet de garantir la cohérence de spécifique et de répondre aux besoins opérationnels. Et dans le chapitre 4, dans le chapitre 5, on parlera plutôt de l'évaluation du système de système. Donc, l'évaluation par le modèle permet d'explorer les compromis avant réalisation, c'est le clé d'une ingénierie maîtrisée et d'une souveraineté technologique durable. Ça nous décrit la modularité. Dans le chapitre 6, on parlera de l'outil. Donc, ce chapitre concrétise la démarche NBSE dans l'outil. Katiamatic System of System permet de modéliser et simuler des architectures UAF. On part d'une fondation systémale structurée et comportementale, exigence et paramétrique pour évoluer vers l'UAFML. Donc, c'est le langage qui est utilisé par l'UAF. Donc, c'est la partie langage de la modélisation qui relie stratégie, capacité et système. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est un modèle unique, traçable,
du besoin à la solution et jusqu'à la simulation. Donc, ça permet aussi de faire la simulation comme on vous l'a montré. Les règles de la chaire, donc, c'est d'assurer la cohérence interprojet et la réutilisation des modèles. En conclusion, donc, ce guide structure une démarche partagée, donc par plusieurs industriels qu'on vous a cités, pour concevoir et évoluer des systèmes de défense. Il définit une ingénierie collaborative, interopérable et réutilisable. Merci beaucoup, Shan. Si je voulais enfoncer le clou, encore une fois, c'est vous rentrez réellement dans l'univers de la conception des systèmes de défense, puisque ce guide, comme vient de nous l'expliquer Shan, il a été réalisé par les partenaires industriels, l'ADGA, l'AID de la chaire architecture des systèmes complexes pour leur propre usage. Et il vous est fourni, bien évidemment, pour les besoins de compréhension, c'est pour vous permettre d'acquérir les connaissances, mais on est vraiment sur un outil qui a été conçu directement par et pour les partenaires. Alors, vous avez eu un panorama assez global du challenge. Vous avez bien évidemment un module de questions qui vous permet de poser des questions, encore une fois, auxquelles nous allons tenter de répondre. Donc, directement sur l'outil, n'hésitez pas à utiliser ce module pour éclaircir certains points, pour vous apporter un peu plus d'informations sur ou le déroulement ou le contenu ou directement l'outil. Donc nous sommes en attente des questions que vous pourriez poser. Alors, pas de questions, évidemment, nous arriverions à une inquiétude ou à une assurance, je ne sais pas comment le prendre. Pas de questions parce que tout a été clair ou pas de questions parce que ça vous a suffisamment impressionné pour que vous disiez ouh là là, dans quelle direction on est parti. Je ne sais pas comment le prendre, donc Alors, en tout cas, en attendant que les questions arrivent, hein, je voudrais dire que euh, ce travail, c'est vraiment représentatif de ce qui se fait côté ministère de la Défense et Industrie, puisque on est de plus en plus vers des approches collaboratives, c'est-à-dire que c'est des boucles courtes sur la définition des missions, la définition des solutions. Là, on est sur les derniers standards de modélisation. On est dans les recommandations qui ont été faites en début d'année par le ministère de la Défense américain. Et donc, voilà, on est vraiment ici à l'état de l'art. Et merci d'avoir accepté de participer à ce challenge parce que c'est l'occasion, voilà, de traiter des sujets d'intérêt qui intéressent pas seulement la défense, mais qui intéressent finalement toutes les industries. Parce que ce genre de problématique se retrouve aussi dans des systèmes médicaux, des systèmes de mobilité, etc. alors une première question. D'après ce que j'ai compris, chaque groupe sera mis en relation avec un industriel du milieu de la défense. Est-ce que l'aide apportée dépendra de l'industriel? Est-ce que l'aide est homogénéisée? Est-ce que l'industriel est imposé? Comment est-il choisi? En fait, en réalité, tous les industriels sont susceptibles d'intervenir avec tous les groupes. C'est-à-dire qu'à compter du moment où les mentors industriels vont commencer à jouer avec vous, ils ne seront pas associés uniquement à une équipe. Donc, le but de l'opération, c'est vraiment que la connaissance soit diffusée de la plus homogène possible. Donc, potentiellement, vous allez être amené à travailler ou à poser des questions à quelqu'un de KNDS, de Naval Group, de Dassault Aviation. Donc, le but, c'est absolument pas de créer ni une différence ni une distorsion, mais au contraire,
que vous soyez en contact avec les acteurs des différents milieux, puisque vous avez compris que une des caractéristiques de la chaire, c'est de réunir le milieu aérien avec Dassault Aviation, le milieu terrestre avec KNDS, le milieu maritime et sous-marin avec Naval Group, et puis au niveau de l'outillage, bien évidemment, Dassault Systèmes. Donc, le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus homogène et le plus égalitaire possible, bien évidemment. Une deuxième question, est-ce que le projet est calibré pour une certaine charge de travail en temps? Alors ça, c'est une sacrée question. Dès le départ, nous avons conçu le challenge pour qu'il puisse être effectué dans les 6 écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, mais plus précisément, évidemment, dans les 4 écoles qui sont au cœur de la chaire architecture des systèmes complexes, l'école Polytechnique, l'ENSTAT, Télécom et Télécom Sud Paris. Et donc, on a regardé quels étaient les projets étudiants que vous aviez à mener en première, en deuxième, en troisième année, et on a regardé la charge de travail que c'était censé représenter. Résultat des courses, on a cherché à dimensionner la quantité de travail pour être sur un espèce de barycentre des heures qui sont nécessaires à mener vos projets étudiants. Donc, globalement, on est parti sur le fait que vous aviez probablement besoin d'une centaine d'heures de travail pour mener le projet à quelque chose qui aboutisse à un résultat qui ait de la valeur. Maintenant, je serais tenté de dire qu'il y aura forcément des différences entre groupes parce que vous avez des profils qui sont différents, parce que vous avez des parcours qui ont été différents. On a cherché justement à avoir des critères d'évaluation qui permettent de lisser cet aspect-là à travers des critères comme la créativité, l'approche par la valeur et tout, pour ne pas que justement ce soit uniquement la quantité de travail fournie qui vous permette d'accéder directement aux marges dont peut-être vous rêvez. Évidemment, généralement, on rêve plutôt à la plus haute. Donc voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. En sachant que on a prévu un accompagnement bien évidemment au niveau du challenge. On vous en a parlé avec les séminaires d'acquisition de compétences, avec ensuite l'accompagnement à travers la discussion ou tous les 15 jours avec un micro-séminaire dédié en fonction des questions qui ont été posées. Maintenant, faut pas imaginer que le challenge soit limité à ça, que vous soyez à l'école polytechnique, à l'ENSTA ou chez Télécom Paris, puisque à la date d'aujourd'hui, c'est principalement les écoles qui se sont manifestées à travers vous pour constituer les équipes. Vous avez des relais. Vous avez des relais qui sont directement les gens qui s'occupent, bien évidemment, ou de la partie outils ou de la partie ingénierie dans vos écoles. Et donc, à vous de les utiliser au mieux, bien évidemment. Est-ce que nous avons d'autres questions qui apparaissent? Alors, question suivante. Y a-t-il des compétences particulières, programmation, qui seraient utiles d'avoir pour le challenge? Ouais, je réponds à la question, mais a priori non, hein. Voilà, c'est accessible à tout le monde, d'accord? Après, bon, dans la simulation, on peut aller jusqu'à intégrer du Python dans les simulations, mais voilà, mais il n'y a vraiment aucune obligation. Et de toute manière, vous aurez un exemple complet et sur lequel vous basez. Et aussi, il y a beaucoup de tutos sur Internet, hein, sur YouTube. Donc voilà, donc on verra tout ça le moment venu. Et puis, il y a une deuxième question qui est en poupée russe. J'avais comme impression que le challenge est une initiation en quelque sorte à l'architecture des systèmes complexes, ce qui voudrait dire que les développements qu'on pourrait apporter, les idées qu'on pourrait proposer ne seront pas nouvelles, surtout aux yeux des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Est-ce bien le cas? Non, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas et un des partenaires, vous l'avez compris, de la chaire SC s'appelle l'Agence d'innovation de défense. Hugues, tout à l'heure, vous a montré que la Direction générale de l'armement était impliquée dans le challenge et ces deux acteurs-là, au même titre que les acteurs industriels, seront très attentifs à ce que vous allez proposer. Parce qu'il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas des idées qui puissent être à la limite du disruptif,
qui puisse être dans l'utilisation, par exemple, de technologies duales, des technologies que vous avez récupérées dans l'univers civil et que vous décidez d'importer dans l'univers militaire parce qu'elles vous semblent pertinentes par rapport aux use cases qu'on vous fournit. Donc, non, non, on regardera, tout le monde regardera avec attention ce que vous allez proposer. Et je pense qu'à la fois AID, DGA et industriels seront très attentifs à regarder. Et je pense que, allez, la plus belle réussite dont on puisse rêver, c'est d'avoir ces partenaires de la chaire ASC qui lèvent un sourcil sur le mode, tiens, ça, on n'y avait pas pensé. Et là, pour le coup, de votre côté, ce serait une magnifique récompense aussi. Non, non, vous êtes vraiment acteur de la conception et ça n'est pas simplement un exercice pour la forme, bien évidemment. Une question suivante, les séminaires auront-ils lieu en présentiel ou en Zoom? Vous comprenez bien que on a une difficulté, c'est que vous êtes dans des écoles différentes, sur des sites différents, avec des rythmes différents en fonction des années dans lesquelles vous vous situez. Donc, dans tous les cas de figure, même si on va créer des instances qui seront en présentiel, elles seront systématiquement euh, directement accessibles par Zoom pour que vous puissiez avoir accès à l'information. Et dans le même ordre d'idées, à chaque fois qu'on aura ce type de séminaire, on les gardera enregistrés. Ça nous permettra, nous, de notre côté, de capitaliser, bien évidemment, mais vous aussi, d'avoir la capacité d'y accéder en remote parce que bah, vous n'êtes pas forcément disponible au moment où l'information sera produite. Les livrables que nous allons produire vont-ils être utilisés et si oui, comment? Oh, ça c'est une question sensible. Euh, à compter du moment où vous proposez quelque chose directement au titre d'un challenge élève et tout, vous avez la propriété, bien évidemment, de ce que vous allez produire. Euh, pour autant, je vous le disais tout à l'heure, tous les acteurs de la chaire sont très attentifs à ce que vous allez proposer et simplement, on espère qu'il y aura des idées qui seront vraiment des idées de progression. Euh, Au-delà de ça, si vous proposez directement dans les solutions quelque chose qui est vraiment de très très haute valeur, il vous appartiendra à la suite de créer une start-up pour valoriser tout ça et, et directement le, le, le transférer dans l'univers réel, bien évidemment. En partenariat avec Dassault Systèmes. Alors, je ne sais pas si vous avez Et, encore et KN et les partenaires, bien évidemment, de la chaire. Je ne sais pas si vous avez encore des questions qui sont en stand-by. Je n'en vois pas arriver pour l'instant. Écoutez, on est quasiment arrivé au terme de ce webinaire. Donc, il me reste, moi, de mon côté, à remercier évidemment les panélistes qui ont participé à ce premier webinaire et qui sont impliqués directement dans cette démarche depuis des mois parce que le use case, eh bien, on l'a construit par itération sur des situations, comme l'a expliqué Hugues et comme l'a expliqué Shan tout à l'heure, des situations réelles. À vous remercier en tant que participant à ce webinaire et probablement déjà inscrit sur la plateforme. Si ça n'est pas le cas, encore une fois, eh bien, écoutez, la démarche, c'est vous vous inscrivez sur la plateforme, vous rejoignez ou vous proposez de rejoindre une équipe ou vous constituez votre équipe, bien évidemment. Et puis, à partir de tout ça, comme je vous le disais, on va vous faire parvenir tous les éléments qui vont vous permettre de travailler alors, dans les heures qui viennent. Voilà. Donc, merci infiniment à tout le monde. Et puis, eh ben, ensuite, on va se retrouver sur les webinaires suivants d'acquisition de connaissances et puis ensuite sur directement les séminaires qui permettront de répondre à tous vos questionnements. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, bah, rendez-vous très, très vite.